L'alcool américain devient un levier de négociation pour Ottawa. Le fait que les Américains dédient autant de temps, ça dit en quelque part qu'ils veulent eux aussi arriver à une entente. Les candidatures se multiplient à l'approche de la campagne électorale. Un journaliste rejoint les rangs du PQ. J'ai vraiment l'impression qu'on a une possibilité réelle en ce moment de pouvoir réaliser la souveraineté. Et la Lavalloise Laila Fernandez avance au 4e tour de l'Omnium, Banque nationale. Oh my goodness, it feels amazing, and especially doing it at home in front of an amazing crowd. Il est 22h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Le Canada tente de tout faire pour éviter la nouvelle salve de tarifs de 50 % qu'a menacé d'imposer Donald Trump le 19 août prochain. Les allers-retours des représentants canadiens sont fréquents à Washington pour tenter de négocier. Mais voilà qu'Ottawa serait prêt à retirer l'interdiction de la vente d'alcool américain. Question d'amadouer nos voisins du Sud. Est-ce que Mark Carney plie encore devant les États-Unis? Nous allons analyser le tout avec notre collaborateur Victor Enriquez. Mais d'abord, le résumé de la journée avec Lila Mouche. Les négociations pour éviter les droits de douane prévus le 19 août ont atteint une étape cruciale puisque le Canada serait prêt à faire de nouvelles concessions. Dominique Leblanc retourne à Washington lundi, 3 fois en 3 semaines. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que bien que les négociations avancent, il pourrait y avoir des concessions bien précises faites par le Canada. On croit par ailleurs à un retour des alcools américains sur les tablettes. Plusieurs gouvernements provinciaux ont retiré les alcools américains des rayons de leurs magasins d'alcool au début de 2025, ce qui a entraîné une chute vertigineuse des exportations américaines de vin, de bière et de spiritueux vers le Canada. Dans les irritants américains, il y a aussi la question des quotas laitiers. Donc rien n'est exclu, mais en échange, les Américains pourraient réduire les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. À ne pas oublier non plus que d'autres dossiers sont importants pour le Québec et le Canada, notamment le bois d'œuvre et la gestion de l'offre. Il faudra tout de même faire un sacrifice sur certains tarifs tout en demeurant compétitif. J'ai fait le point avec Louise Blais, l'émissaire du Québec dans le cadre des négociations de l'ACM. L'équipe fédérale est à Washington, font les négociations, mais les provinces ont leur rôle à jouer. Il y a certaines mesures qui irritent les Américains qui ont été prises par les provinces. Donc, non seulement on est affecté par les tarifs, donc on a un mot à dire, mais on a aussi des sphères de compétences qui font que ça va relever de nous la décision de remettre l'alcool sur les tablettes. Et il va falloir, nous, être satisfaits au Québec que l'entente que les Américains nous donnent vaut la chandelle. Là, on sent que les deux parties sont motivées en même temps. Le fait que les Américains dédient autant de temps cette semaine, la semaine prochaine, ça dit en quelque part qu'ils veulent eux aussi arriver à une entente. Le 19 août est bien la date finale des négociations entre les deux pays. On apprend que le Canada a été ferme. Si les tarifs venaient à entrer en vigueur, le Canada ne voudra plus négocier un éventuel accord commercial. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Sabrina. Bon, visiblement, c'est encore des concessions de l'administration Carney, tout ça. Là. Oui, tout à fait. On n'aura pas le choix du côté de Mark Carney d'en faire des concessions. Il n'y a pas de négociation sans concession, Sabrina. Et ce qu'on se rend compte, cependant, c'est que le gouvernement Carney aura besoin des provinces pour plusieurs de ces concessions-là, que ce soit en termes d'approvisionnement ou que ce soit dans d'autres domaines, parce que plusieurs des mesures qu'on a prises contre les Américains concernent aussi les gouvernements provinciaux. Mais là, on l'a vu, il a reculé notamment sur la taxe Netflix. Sur quoi le gouvernement Carney peut-il encore reculer face aux Américains? Notamment, il y a cette question des quotas laitiers où est-ce que, clairement, on peut avoir des discussions. Bien entendu, on ne remettra pas en question la gestion de l'offre, mais est-ce qu'on sera capable de la modéliser, par exemple, de façon à satisfaire le gouvernement américain? La question d'approvisionnement aussi des provinces, on sait qu'on a fermé notre approvisionnement aux entreprises américaines, donc là-dessus, il y a cet élément-là. Et bien entendu, il y a toute cette question de l'alcool sur les tablettes, où là, clairement, le gouvernement américain est tanné de cette situation-là, et c'est une des concessions qui devrait venir le plus rapidement, selon moi. Oui. Et il y a une question que je me pose, étant donné que, le Canada, bien sûr, on est les voisins des États-Unis. Est-ce que notre situation géographique et nos liens à travers l'histoire, est-ce que ça rend, encore une fois, les négociations plus difficiles, le fait qu'on est voisins comme ça? C'est clair que notre dépendance envers les États-Unis est beaucoup plus grande que celle de la majorité des autres pays de la planète. Et à travers ça, on se retrouve dans une négociation où est-ce qu'on a beaucoup plus à perdre que de garder une ligne dure ou que, par exemple, de se défaire de certaines attaches avec l'économie
américaine. Alors, on doit absolument, du côté canadien, trouver une voie de passage qui va permettre de donner une perception de victoire à Donald Trump, car on sait qu'il ne perd jamais, même quand il perd. Et du côté canadien, de s'assurer aussi qu'on va garder l'appui de la population canadienne, parce qu'on a quand même amené les Canadiens à avoir des positions très fortes contre les Américains. Et tu as parlé de l'alcool un petit peu plus tôt, mais aujourd'hui, il y a Christine Fréchette qui a dit que c'est au Québec de choisir est-ce qu'il se retrouvera sur les tablettes de la SAQ, qui est une société d'État. Est-ce que c'est un geste audacieux de sa part de se prononcer là-dessus? C'est un geste extrêmement risqué, mais elle n'a pas le choix. Elle a tout à fait raison. C'est au Québec de décider ce qui va se passer. Sauf que dans sa situation, la question est, a-t-elle la légitimité de décider puisqu'elle est elle-même en élection? Moi, je vous avoue que si j'étais à sa place, une fois que le gouvernement fédéral fera une demande officielle à Québec, je convoquerai un débat d'urgence de l'Assemblée nationale pour assurer que tous les partis ont l'obligation de s'impliquer et de se prononcer. Sinon, elle portera seule cette décision-là. Et à ce moment-là, que la décision soit positive ou négative, le prix politique à payer pourrait être extrêmement élevé pour la première ministre. Parce qu'actuellement, c'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire oui, c'est une bonne idée et d'autres non. Donc, c'est là qu'on pourrait venir diviser, en fait, concernant cette position-là. Tout à fait. On va s'assurer que tout le monde se prononce. Par exemple, Éric Duhem a déjà dit qu'il ramènerait les bouteilles d'alcool, mais des partis pourraient être obligés à ce moment-là de s'impliquer. Et au bout de la ligne, tu sais, Sabrina, un boycott, c'est avant tout les consommateurs qui le faisons. Il faudra voir comment les consommateurs, eux, réagissent. Victor, merci beaucoup. Passe un bon week-end. Bon week-end. Et d'ailleurs, le président américain ne décolère pas. Donald Trump souhaite maintenant s'adresser à la Cour suprême concernant la construction de sa salle de bal. C'est que plus tôt aujourd'hui, la Cour d'appel a maintenu la suspension des travaux qui avaient été ordonnés en avril dernier. Le tribunal n'est pas contre le projet, mais a mentionné que le président a lancé les travaux sans l'autorisation du Congrès. Malgré cette bataille judiciaire, les travaux de la majestueuse salle de bal se poursuivent toujours sur le terrain. Puis la CAQ a présenté aujourd'hui 3 candidats dans la région de Québec en vue des élections provinciales. Ils auront tout un défi à relever. Cependant, c'est que les plus récents sondages révèlent que le Parti conservateur continue de gagner du terrain dans la capitale nationale. Un résumé de Juliette Poirot. C'est Nathalie Saint-Pierre qui sera la candidate caquiste dans la circonscription Jean Lesage. Elle a notamment œuvré au cabinet de l'ex-ministre Éric Kerr. Christian Lachance, lui, sera le candidat dans Chauveau. Il possède notamment une boutique de sport et une crèmerie. Et Françoise Favergeon-Fortin dans Vanier-les-Rivières. Elle a notamment occupé plusieurs postes de haute direction. Christine Fréchette était très fière de les présenter ce matin. On l'écoute. On a vraiment besoin d'eux. On a besoin d'eux au gouvernement, on a besoin d'eux parce qu'ils vont représenter fièrement la capitale nationale et on va pouvoir avancer malgré les vents contraires pour déployer tout le talent qu'on a au Québec. Sauf que selon les dernières projections électorales de Québec 125, eh bien, la CAQ n'est pas la favorite dans la capitale nationale. C'est plutôt le Parti conservateur d'Éric Duhem qui est bien en avance avec 31% des intentions de vote. Le Parti québécois arrive deuxième avec 25%, suivi par la CAQ en troisième position avec 21%. Et le Parti québécois a lui aussi présenté un nouveau candidat dans Montarville. Il s'agit de l'ancien journaliste Jean-François Cloutier. Il était journaliste depuis 2006 et membre du bureau d'enquête de Québecor depuis 2013. Je lui ai demandé ce qui l'avait motivé à se lancer en politique. L'indépendance, en fait, c'est une conviction que j'ai de longue date, que j'ai pas eu l'occasion d'exprimer pendant que j'étais journaliste, en fait, depuis 2006. Mais avant ça, j'étais un indépendantiste convaincu. Et là, ça va être très intéressant, toi, si je suis élu, d'être de l'autre côté, de voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais oui, certainement, je suis convaincu que j'ai une expérience qui est très bonne là, pour me présenter en politique. La députée caquiste actuelle dans Montarville, Nathalie Roy, n'a toujours pas mentionné si elle allait se représenter aux prochaines élections auprès de la CAQ. Il faut dire que les derniers sondages sont pas très reluisants pour la CAQ. Au Québec, le Parti québécois mène avec 31% des intentions de vote, suivi par le Parti libéral avec 27% et la CAQ qui arrive en bon troisième avec 19%. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Le taux de chômage est à son plus bas depuis 2 ans au Canada. Il a légèrement reculé en juillet pour s'établir à 6,4 %. Il y a quand même 75 000 emplois qui ont été créés au pays le mois dernier. Et ce sont les jeunes qui ont particulièrement profité de cette hausse. Les embauches ont surtout été observées dans le commerce de détail, les services professionnels et la construction. Au Québec, par contre, c'est le contraire. Le taux de chômage qui a toutefois légèrement augmenté pour atteindre 5,6 %.
Sur la scène internationale, la Thaïlande est toujours sous le choc après une fusillade qui a fait au moins 7 morts et une trentaine de blessés dans une école près de Bangkok. L'auteur de la tragédie, eh bien, c'est un adolescent âgé d'à peine 14 ans. Le garçon aurait d'abord tué ses 2 grands-parents à leur domicile avant de se rendre à l'école. Selon ses camarades de classe, l'adolescent était perturbé. Puis chez nous maintenant, la violence armée est en baisse à Montréal. Le nombre de coups de feu recensés sur le territoire a été réduit de moitié quand même au cours des 5 dernières années. En pleine pandémie, si on recule en 2021, la police qui avait enregistré 145 événements liés aux armes à feu. Et l'an dernier, le bilan est tombé sous la barre des 100 quand même. Aujourd'hui, il y a une diminution d'à peu près 50 en 5 ans. Il y a des centaines d'armes à feu qui ont été saisies, des centaines d'arrestations qui ont été faites également. Je peux vous dire, j'étais aux premières loges, j'étais là à ce moment-là comme responsable du crime organisé. Les efforts que les policiers ont mis dans ça, c'est assez incroyable. La mobilisation, le partenariat, la collaboration qui a été mis en place pour être capable de mettre de la pression puis mettre un terme à ce phénomène-là. On en voit les résultats aujourd'hui. Dans un instant, on vous présente une première application mobile en santé mentale pour aider nos agriculteurs. Restez là. Je me trouve à La Salle, à Montréal, au début de l'expédition Saint-Laurent, où le but, c'est de nettoyer la berge. Mais combien de tonnes de déchets on est capable de ramasser en 2 heures? « 21 nettoyages dans 21 municipalités. On part pendant 16 jours avec une équipe de 18 personnes. Et on part aujourd'hui de Montréal, puis on va se rendre jusqu'à Bécomo. C'est un enjeu partout, en fait, dans toutes les grandes villes et même à l'extérieur. Maintenant, ça a un impact beaucoup plus loin. Tu vas avoir des déchets partout. On va aussi faire de l'échantillonnage de sédiments pour documenter l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Donc, tous les microplastiques, à chaque endroit, on prend 3 échantillons qu'on va analyser ensuite dans des laboratoires. Donc, le but, oui, c'est de ramasser des déchets, mais c'est aussi de faire de la sensibilisation sur des enjeux entourant le fleuve Saint-Laurent. Il y a plus de sensibilisation encore qui pourrait être faite pour aider le message à percoler. On a bien beau mettre des pancartes, essayer de faire passer le message. Des fois, c'est aussi par des gestes concrets, en fait, puis par des exemples. Donc, c'est pour ça que c'est le fun de voir des initiatives comme ça. La pluie s'est ramenée de la partie, mais il y a encore quelques courageux qui continuent à ramasser des déchets. Bien, si on le fait pas, qui va le faire? Puis ce qui m'a vraiment touchée, c'est voir des parents qui ont amené leurs jeunes enfants puis commencent à les sensibiliser dès maintenant aux déchets. C'est beaucoup plus facile de prendre conscience puis de changer nos habitudes quand on est sur le terrain à constater qu'est-ce que c'est cet enjeu-là. Donc, pas 1, mais 2 poteaux qui ont été trouvés au bord de la berge. Et je laisse l'équipe et les gens qui ont participé dire combien de déchets ils ont ramassés. On a ramassé 870 livres. Nos producteurs agricoles font face à un lot de défis au travail, une pression qui souvent peut nuire à leur santé mentale. Okiriko, une toute nouvelle application mobile, les aide à prendre soin d'eux autant qu'ils prennent soin de leur ferme. Le reportage de Marc-Antoine Mailloux. Moi, j'ai plein d'agriculteurs qui viennent me voir et qui disent « Je vais pas assez mal pour t'appeler, Hélène, puis consulter. » Fait que j'ai dit « Ah, mais ils ont quand même un petit quelque chose. » Donc, d'avoir une application en promotion, prévention de la santé mentale, je pense que ça répond à un besoin. Ça remplace pas la consultation, pas du tout. Ça remplace pas l'humain. On n'est vraiment pas là. C'est vraiment le avant. Sur l'application Okiriko, vous retrouvez plusieurs outils, plusieurs ressources aussi mises à la disposition des agriculteurs. Et on retrouve aussi le Okiomètre. Et sur cet outil, on vous demande « Es-tu OK aujourd'hui? » On leur propose de prendre un petit temps pour juste réfléchir honnêtement avec eux-mêmes comment ils vont. Puis ensuite, il va avoir le graphique à chaque semaine, à chaque mois, même à chaque année. Fait que là, ils vont pouvoir voir, OK, moi, là, quand c'est le mois d'août, je suis débordée, je prends pas soin de moi, qu'est-ce que je peux faire en sachant que ça s'en vient? Les gens n'ont pas le réflexe de justement des fois d'appeler tout ça et souvent ça se fait par des personnes interposées, ça peut être un vétérinaire ou des gens qui voient que le producteur file pas, qui vont justement appeler au cœur des familles agricoles pour dire mais je pense qu'il y a un producteur qui va pas bien, ce serait bien d'aller le rencontrer et puis parce que c'est sûr les producteurs agricoles sont souvent isolés. T'sais, nos agriculteurs travaillent, j'ai agricultrice aussi, là, travaillent avec du vivant, du 24/7, prendre des congés, des vacances, c'est pas facile. Ils travaillent avec leur famille.
C'est le fun quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, c'est dole. Toute la paperasse administrative, ça n'a aucun bon sens. C'est pas tout le monde qui est fait pour remplir tout ça. Il y a des agriculteurs qui c'est vraiment... Moi, je suis bien avec mes animaux, mon tracteur, mes champs. Là, ils se ramassent à gérer une grosse PME avec plein de papiers, l'environnement à gérer. Le stress financier est de plus en plus important. Ça met une pression énorme. Et quand il arrive d'autres situations, exemple un décès ou des choses comme ça dans la famille, mais là, c'est souvent la goutte qui fait déborder le vase. L'organisme Au cœur des familles ne commande pas pour le moment cette initiative. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Parlons tennis maintenant. Faisons le point de cette journée des matchs chez les hommes et les femmes de l'Omnium Banque Nationale. Et je joins notre collègue de RDS, Raphaël Guillemette, au stade IGA à Montréal. Raphaël, il y a Leylah Annie Fernandez qui passe finalement en 8e de finale après sa victoire, faut le dire, assez expéditive cet après-midi. 6-1, 6-4, mais on ne retient pas le score ici, Sabrina. Il faut retenir l'adversaire qu'elle a battu. La 5e mondiale, Mira Andreeva, championne d'ailleurs de Roland-Garros cette année. Elle a gagné 3 titres sur l'ensemble de la saison, fiche de 37 victoires pour 11 défaites avant de s'amener à Toronto. Alors autant dire que Leylah ne partait pas favorite, d'autant plus qu'elle ne connaît pas une saison à la hauteur de ses propres attentes. Leylah Fernandez, elle a un bilan négatif de 13 victoires pour 20 défaites avant le début de ce tournoi de Toronto, mais on la sent galvanisée par la foule. On la sent galvanisée par l'appui de parents, amis évidemment dans les gradins. Elle le dit elle-même justement en conférence de presse au bout de sa victoire. Et on lui a aussi souligné que ça fait 1 an jour pour jour que Victoria Mboko a remporté le titre au Canada. Alors, étant la dernière Canadien en lice des championnats de Montréal et de Toronto, ça lui a fait certainement un petit velours, mais elle n'a certainement pas volé non plus sa victoire. Elle se mène donc maintenant en 8e de finale. On va parler des hommes maintenant du côté de Montréal parce que c'est le champion en titre Ben Shelton qui poursuit son parcours aujourd'hui. Oui, champion en titre, pas forcément le joueur le mieux classé en amorce de compétition, 5e tête de série, 10e mondial, mais c'est aussi le meilleur de ceux qui restent. Hein. Il faut bien l'avouer, avec Alex de Minaur éliminé la veille, mais Ben Shelton, lui aussi, a été expéditif contre le Belge Zizou Bergs aujourd'hui. Victoire de 6-3 à 6-2 au service. 8 tasses, donc 8 services pas touchés par l'adversaire et aucune double faute. Autant dire qu'il a été pratiquement parfait et quand même, en point de presse, il nous a dit ça aurait pu être mieux. Alors, on a bien hâte de voir la suite pour Ben Shelton, champion en titre au Canada, avec ce tableau relativement ouvert à Montréal, justement. Disons qu'il a toutes les chances de récidiver. Là, qu'est-ce qu'on va surveiller là, ce week-end? Ça, c'est la grande question, Sabrina, avec ce tableau tellement imprévisible depuis le début de la compétition, particulièrement du côté des hommes à Montréal. Bien malin est celui qui pourra prédire qui remportera cette compétition. Évidemment, Ben Shelton part favori avec ce titre en poche déjà du côté de Toronto. Mais il faut retenir aussi que certains autres, comme le Britannique Cameron Norrie, ont une petite longueur d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont été éliminés sur gazon à Wimbledon de façon un peu précipitée. Ils ont donc disputé le tournoi de Washington ou de Los Cabos. Alors la transition, elle est faite. Cette transition que certains ont justement décriée étant éliminés rapidement comme Alexander Zverev. Alors, encore une fois, il faut s'attendre à une surprise. Les 4 derniers champions masculins au Canada l'ont été pour la première fois en Masters 1000. J'ai bien l'impression que l'édition 2026 va en sacrer un nouveau. Et ça nous fait découvrir également des nouveaux noms. Raphaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, bonne soirée. Bon, maintenant, il y a plusieurs événements qui se tiennent en fin de semaine, dont le Grand Prix de Trois-Rivières qui est officiellement lancé. Les premières courses ont animé le circuit aujourd'hui et bien sûr, l'action se poursuit jusqu'à dimanche. C'est le meneur de la saison, Marc-Antoine Camiran, qui est le favori pour cette 56e édition quand même. Et à noter qu'il y a la première ministre, Christine Fréchette, qui figure parmi les personnalités qui sont attendues demain sur le site. C'est le plus vieux Grand Prix en Amérique du Nord. C'est un événement incontournable. C'est une fête de l'automobile, c'est une fête de la course. Et en même temps, ça se veut un endroit où les gens peuvent voir les mécaniciens, peuvent voir les pilotes, peuvent voir les voitures de très, très près.
Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Sabrina. Alors, le coup d'envoi de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça a été donné ce soir. Et la tête d'affiche, c'était le chanteur country le plus populaire du Québec, Matt Lang. Et plus tôt cet après-midi, j'ai parlé avec la co-porte-parole de cette édition de l'International de Montgolfière, Julie Ringuette, qui est co-porte-parole avec son conjoint Pascal Morissette. Puis je lui demandais, qu'est-ce que t'aimes le plus de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu? Toutes. Toutes, mais c'est parce que ça me représente très bien. Je parle au jeu, mais mon chum aussi, Pascal Morissette, ma famille, on est tous en famille. Tu sais, c'est un événement et il y en a pour tous les goûts. C'est ça que j'aime. Il y a du country, genre ce soir, c'est Matt Lang, mais il va aussi avoir des Offspring, Sean Paul, il y a des manèges pour les enfants, il y a des food trucks, il y a des Montgolfières, bien sûr. C'est le festival, c'est l'International de Montgolfière. Mais ici, on est dans un aéroport, il y a des avions, des hélicoptères. Tu sais, mes enfants capote, mais il y en a aussi pour les grands, c'est-à-dire on peut prendre un petit verre, écouter de la bonne musique. C'est un site enchanteur. Demain, spectacle de The Offspring. Également, dimanche, il y a Caïn qui va s'arrêter pour présenter leur tournée d'adieu, l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se poursuit jusqu'au 16 août. Et parlant de musique, il y a Alex Warren qui a sorti une nouvelle chanson. Rescuer, c'est sorti ce matin et ça vient avec un nouveau vidéoclip. On regarde. C'est un extrait de son prochain album, deuxième album qui va sortir le 28 août. Et si vous écoutez la chanson, il y a des similitudes avec son méga succès Ordinary, similitudes dans la sonorité. Encore une ballade accrocheuse qu'il a composée pour sa conjointe qui a toujours été là, même dans les moins bons moments. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes. Parlons cinéma parce qu'il y a le film Tissé serré qui met en vedette Emmanuel Bilodeau qui prend l'affiche. C'est une comédie dramatique inspirée d'une histoire vraie où Emmanuel Bilodeau incarne ce Bodo, donc ce toxicomane qui a des problèmes de consommation de fentanyl. Voici un extrait de la bande-annonce. Oh, look at this creepy fucker. Hello. Il est suivi par son fils Joël qui documente sa vie, donc dans le but de sensibiliser les gens sur la consommation. C'est un film qui met également en vedette Guy Jodoin, France Castel. Et je vous en parle parce que le film, oui, prend l'affiche aujourd'hui, mais a également remporté à la 30e édition du Festival Fantasia le prix du public Or comme étant le meilleur long-métrage québécois. Donc, c'est présentement à l'affiche. Une belle tape dans le dos là, pour le film Tissé serré. Toujours d'excellentes recommandations. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne fin de semaine. Bon, et d'autres recommandations quand même pour vous ce week-end, ce qu'on va surveiller, Fierté Montréal qui se poursuit. Et c'est ce dimanche qu'aura lieu le traditionnel défilé sur le boulevard René-Lévesque. D'ailleurs, certaines fermetures de rue à prévoir. Alors voilà là-dessus, passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine et nous on se retrouve lundi dès 17h.